Je vais vous partager 5 des leçons de vie les plus puissantes que les gens apprennent souvent trop tard. Les leçons qu'ils regrettent le plus profondément à la fin de leur vie. Pour que vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs pendant qu'il est encore temps. Et vous allez me demander, mais Laetitia, qu'est-ce que ça a à voir avec la communication ? Et ma réponse sera tout. La plupart des gens évitent les conversations qui rendraient leur vie plus honnête, plus alignée avec qui ils sont vraiment. Ils ont peur d'avoir l'air égoïste, difficile, ingrat ou compliqué à aimer. Alors, ils continuent de jouer un rôle. Ils travaillent trop, ils se taisent, ils perdent le lien avec des personnes qui comptent pour eux. Ils disent oui alors qu'ils pensent non, et petit à petit, ils construisent une vie qui semble acceptable aux yeux des autres à l'extérieur, mais qui ne sonne pas juste pour eux à l'intérieur. Et ça, c'est une vraie tragédie. Parce qu'à la fin de leur vie, les gens regrettent rarement de ne pas avoir été plus impressionnants. Ils regrettent de ne pas avoir été plus honnêtes, de ne pas avoir été plus fidèles à eux-mêmes. Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a passé des années à accompagner des personnes dans les dernières semaines de leur vie. Et en travaillant auprès de patients en fin de vie, elle a recueilli les 5 plus grands regrets qu'elle entendait le plus souvent à la fin de la vie de ses patients. Et ce qui est frappant, c'est ça. Ces regrets ne parlent pas vraiment de la mort. Ils parlent de communication. De la manière dont on communique avec soi-même. De la manière dont on communique avec les personnes qu'on aime. De la manière dont on exprime ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on ne tolérera plus et ce qui compte vraiment pour nous. Ce sont des leçons auxquelles aucune école, aucun collège, aucune université ne nous prépare vraiment. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 leçons de communication les plus profondes que les gens apprennent souvent trop tard, pour que vous puissiez éviter les plus grandes erreurs pendant qu'il est encore temps. Et la 5e, c'est celle qui compte vraiment. Alors, buckle up. Le premier regret que les gens expriment sur leur lit de mort, c'est celui-ci. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non la vie que les autres attendaient de moi. Et ça semble simple. Mais derrière ce regret, Bronnie Ware a trouvé quelque chose de bien plus douloureux. La plupart des gens savaient ce qui était vrai depuis le début. Ils ne se sont simplement jamais donné l'autorité ou l'autorisation de le dire. Et c'est là que le regret commence. Pas dans un moment dramatique, pas dans une énorme erreur qu'ils auraient pu commettre, mais comme 1000 toutes petites entailles, 1000 petits moments qui s'accumulent avec le temps. Quand quelqu'un sent la vérité monter dans sa poitrine, puis la modifie pour la rendre plus acceptable, afin de répondre aux attentes des autres. Ça me rappelle l'histoire de Léon Tolstoï, vous savez, la mort d'Ivan Ilitch. C'est l'histoire d'un homme qui passe sa vie à faire tout ce que la société récompense. Il travaille dur, il construit une carrière respectable, il se marie comme il faut, il achète les bons meubles. En bref, il construit le type de vie que la société approuverait en disant « bravo ». Et puis, un jour, il tombe soudainement gravement malade. Et à mesure que la mort se rapproche pour Ivan, quelque chose de terrifiant se produit. Il commence à remettre en question la vie qu'il a passé tant d'années à protéger. Il repense à toutes les promotions, à toute la respectabilité, à tous ces choix prudents qui le faisaient paraître réussis de l'extérieur. Et il commence à se demander si tout ça en valait vraiment la peine, si tout ça correspondait réellement à ce que lui voulait profondément. Peut-être qu'il avait réussi la mauvaise vie. Il avait fait ce qu'on attendait de lui. Il était devenu ce qui semblait respectable. Il avait obtenu l'approbation des gens qui l'entouraient, mais quelque part en chemin, il avait arrêté de se demander ce qui était vrai pour lui. Et à la place, il avait simplement vécu selon les attentes des autres. Et c'est ça, le danger. Une vie peut sembler réussie de l'extérieur, et pourtant paraître vide, voire comme une trahison totale de l'intérieur. Et la plupart des gens ne réalisent pas ça dans un grand moment dramatique, encore une fois, lorsqu'ils sont en bonne santé. Malheureusement, ils le réalisent lentement. Et ça ne s'imprime vraiment en eux qu'au moment où ils se retrouvent à réfléchir sur leur lit de mort. Après des années à dire oui, alors qu'ils pensaient non. Après des années à choisir ce qui impressionne les autres, plutôt que ce qui est honnête pour eux. Des années à devenir parfaitement à l'aise avec l'approbation, mais étrangers à eux-mêmes. Alors voici le principe. Une vie devient inauthentique quand on continue à communiquer pour obtenir l'approbation des autres, au lieu de communiquer depuis sa propre vérité. Et c'est là que beaucoup de gens restent piégés. Ils pensent que le danger, c'est de prendre la mauvaise décision. Mais souvent, le danger le plus profond, c'est de refuser d'admettre ce qu'ils savent déjà. Une incapacité à se faire confiance. Parce que, à partir du moment où vous avez trop peur de décevoir les autres, votre vie cesse soudainement de vous appartenir. Vous avez remis votre vie entre les mains et les attentes des autres autour de vous. Vous choisissez la carrière qui semble impressionnante aux yeux des autres, mais qui n'est pas forcément celle que vous voulez vraiment.
Vous restez dans la relation qui paraît respectable aux yeux des autres, mais qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Vous acceptez le rôle qui met tout le monde à l'aise, mais qui au fond vous oblige à vous trahir vous-même. Vous continuez à dire « ça va », alors qu'une partie plus profonde de vous sait très bien que ça ne va pas. Et chaque fois que vous faites ça, vous vous entraînez à traiter votre moi authentique comme quelque chose de négociable. Et c'est pour ça que ce regret, en réalité, est un échec de communication. Pas parce que les gens n'ont jamais su ce qu'ils voulaient vraiment, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à le dire clairement, calmement et avec courage. Parce que l'autorité ne commence pas quand tout le monde est d'accord avec vous. L'autorité commence quand vous êtes capable de rester fidèle à la vérité et à qui vous êtes vraiment, vous-même, au plus profond de vous-même, même quand l'approbation des autres est en jeu. Et ça s'appuie aussi sur la littérature scientifique. Les psychologues qui étudient l'authenticité ont montré que l'expression sincère de soi-même est fortement liée au bien-être, à l'estime de soi et à la santé psychologique. Dans un article majeur, des chercheurs ont décrit l'authenticité comme reposant sur 3 choses. Connaître son expérience intérieure, vivre en alignement avec elle et ne pas être excessivement contrôlé par l'influence extérieure. Leurs résultats ont montré que les personnes qui se sentaient davantage aliénées d'elles-mêmes, c'est-à-dire déconnectées de leurs véritables pensées et de leurs propres émotions, avaient tendance à rapporter un niveau de bien-être et de satisfaction de vie bien plus faible que les autres. Dit simplement, votre esprit ne vit pas la trahison constante de soi comme de la gentillesse. Il la vit comme une distance que vous mettez avec vous-même. Et cette distance a un coût profond et réel. Chaque fois que vous dites oui, alors que vous pensez non, vous vous apprenez que votre moi authentique est négociable. Chaque fois que vous cachez votre véritable opinion pour préserver l'approbation des autres, vous vous apprenez que l'appartenance exige de jouer un rôle. Et chaque fois que vous évitez la conversation qui rendrait votre vie plus honnête, vous rendez la malhonnêteté normale. Et à force, vous ne perdez pas seulement votre voix face aux autres, vous perdez votre voix face à vous-même. Et une fois qu'on commence à vivre pour l'approbation, l'erreur suivante devient presque automatique. Et ça nous mène directement au 2e regret identifié par Bronnie Ware. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi dur. Alors, soyons clairs, ce n'est pas du tout une mise en garde contre le fait d'avoir une mission de vie. Pas du tout. Un travail aligné avec qui vous êtes peut être profondément porteur de sens, même lorsqu'il est exigeant. Le regret commence quand le travail cesse d'être une expression de votre mission et devient une manière de prouver votre valeur au monde extérieur. Ça me rappelle la célèbre parabole du pêcheur mexicain. Un banquier d'affaires américain est en vacances dans un petit village côtier. Un après-midi, il voit un pêcheur ramener son petit bateau dans le port. À l'intérieur du bateau, il y a quelques gros poissons. Le banquier regarde les poissons et dit « Belle prise, ça vous a pris combien de temps ?» Le pêcheur sourit et répond « Pas très longtemps. » Alors, le banquier lui demande « Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne restez pas plus longtemps en mer pour en attraper davantage ?» Et le pêcheur répond « J'en ai assez pour nourrir ma famille. » Et le banquier ne comprend pas. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites du reste de votre journée ?» Et le pêcheur répond « Je me lève tard, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je me promène avec ma femme. Le soir, je vais au village et je bois un verre avec mes amis et je joue à la guitare. » Et le banquier ricane. Parce que, pour lui, ça ressemble à du potentiel gâché. Alors le banquier lui dit « Écoutez, j'ai un MBA, je peux vous aider. Vous devriez passer plus de temps à pêcher. Et avec l'argent que vous faites supplémentaire, vous achetez un plus grand bateau. Puis encore un autre bateau. Puis toute une flotte. Puis ensuite, vous éliminez les intermédiaires. Vous ouvrez votre propre usine de transformation. Vous déménagez en ville. Vous développez l'entreprise à grande échelle et vous construisez un empire. » Le pêcheur écoute en silence. Puis il demande « Et ça prendrait combien de temps ?» Le banquier répond « Peut-être 15, 20 ans ?» Le pêcheur hoche la tête. « Et ensuite ?» Le banquier sourit. « Ensuite, vous vendez l'entreprise pour des millions. » Et le pêcheur demande encore « Et ensuite ?» Et le banquier répond « Bah, vous prenez votre retraite, pardi !» Et le pêcheur demande encore « Et ensuite ?» Et le banquier répond « Ensuite, vous déménagez dans un petit village côtier. Vous vous levez tard, vous pêchez un peu, vous jouez avec vos enfants, vous vous promenez avec votre femme, vous buvez un verre le soir avec vos amis et vous jouez de la guitare. » Et à ce moment-là, le pêcheur le regarde, simplement. Parce que le banquier venait de décrire exactement la vie que le pêcheur avait déjà. Et c'est ça, l'avertissement. La tragédie, c'est pas de travailler dur sur un projet qui a un vrai sens pour vous, ou de travailler sur quelque chose qui vous apporte un véritable épanouissement ou de la joie. La tragédie, c'est d'abandonner ce qui a vraiment du sens pour vous
ou la vie que vous voulez vraiment vivre en travaillant trop dur sur des choses qui vous éloignent encore davantage de là où vous voulez vraiment être profondément en vous-même. Donc, le regret, c'est pas « j'aurais dû être plus paresseux » ou « j'aurais dû être irresponsable et ne pas assumer mes responsabilités ». Le regret, c'est « j'ai confondu réussir avec vivre ». Et la leçon centrale, c'est « travailler dur sur ce qui compte ». Mais ne vous perdez pas dans un travail qui vous sépare de la vie que vous voulez vivre. Parce qu'une partie du piège, c'est que lorsqu'on est en bonne santé, le travail nous donne l'impression qu'il peut nous acheter quelque chose dans le futur. De l'argent, du statut, de l'approbation. Mais à la fin de leur vie, beaucoup de gens réalisent le véritable prix qu'ils ont payé. Ils ont payé avec leur temps, leur présence, leurs relations, leur santé, leurs souvenirs, leur intimité et leur liberté. Le regret devient « j'ai échangé la seule vie que j'avais » contre des résultats qui, au fond, n'ont simplement pas vraiment d'importance. Et quand les gens passent des années à se cacher derrière le travail et la réussite, quelque chose d'autre peut disparaître. L'honnêteté émotionnelle. Parce que plus vous êtes occupé, plus il devient facile d'éviter les conversations qui demandent de la vulnérabilité. Vous pouvez diriger la réunion, atteindre l'objectif, maintenir la famille en état de marche. Mais ne jamais pouvoir dire « je suis blessé, j'ai peur, tu me manques, j'ai besoin d'aide ». Je t'aime. Et ça nous mène directement au troisième regret identifié par Bronnie Ware. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. On retrouve exactement ça dans Le Roi Lear de Shakespeare. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas le citer. C'est le moment où le roi s'apprête à diviser son royaume entre ses 3 filles. Mais avant de le faire, si vous vous souvenez, il demande à chacune de ses filles de prouver à quel point elle l'aime. Pas en privé, en public, devant tout le monde. La première fille lui fait un immense discours. Elle dit qu'elle l'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. La deuxième fait la même chose. Elle le flatte, elle exagère, elle joue exactement ce qu'il veut entendre. Et le roi Lear est satisfait. Parce que les mots sont grands, l'émotion a l'air dramatique. La performance lui donne le sentiment d'être important. Puis, il se tourne vers sa plus jeune fille, Cordelia. Cordelia est celle qui l'aime réellement le plus. Mais elle ne peut pas transformer un amour réel en performance publique. Elle ne peut pas faire semblant. Elle ne peut pas le flatter juste pour obtenir son approbation. Elle ne peut pas habiller la vérité en théâtre. Alors, elle décide de parler simplement. En gros, elle dit « Je vous aime comme une fille doit aimer son père ». Pas de performance, pas de manipulation, pas de grands discours, juste la vérité. Et le roi Lear devient furieux, parce qu'il confond l'honnêteté émotionnelle avec un manque de respect. Et donc, il récompense les filles qui le flattent, et il rejette la fille qui l'aime réellement. Et la tragédie, elle se situe là. La relation la plus honnête de sa vie, c'est celle qu'il punit et qu'il repousse. Pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, mais parce que cet amour n'a pas été communiqué sous la forme que son ego voulait recevoir. Et au moment où Lear comprend enfin la différence entre l'amour réel et la performance, malheureusement, il est déjà trop tard. Et c'est ce qu'il se passe dans tellement de relations. Les gens n'échouent pas seulement dans l'expression de leurs sentiments. Ils créent des environnements où on ne se sent pas assez en sécurité pour exprimer des sentiments honnêtes. Alors, qu'est-ce que font les gens ? Ils commencent à jouer un rôle à la place. Ils disent la chose acceptable. Ils cachent les choses vulnérables. Ils donnent la version d'eux-mêmes qui ne sera pas punie. On voit souvent ça dans les systèmes narcissiques ou les systèmes toxiques. Et, lentement, les relations se remplissent de mensonges et de fausses performances au lieu de la vérité. Et voici le principe. Les relations ne se brisent pas seulement parce que les gens cessent de tenir les uns aux autres. Elles se brisent parce que les gens arrêtent de dire la vérité, ce qu'ils ressentent vraiment. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils confondent le contrôle émotionnel, ou même la maturité, avec le silence émotionnel. On voit souvent les personnes qui sont trop gentilles ou qui manquent d'assertivité tomber dans ce piège. J'ai d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet que vous pouvez regarder juste ici. Alors, elles restent silencieuses, même quand ce silence implique simplement de se trahir elles-mêmes. Elles disent « ça va » alors que ça ne va pas. Mais elles disent quand même « ça va » parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être rejetées. Elles ont peur d'avoir l'air trop demandeuses. Peur de rendre les choses gênantes. Ou bien peur de dire quelque chose qu'on ne pourra plus effacer par la suite. Alors les gens cachent précisément les mots qui auraient pu créer de la proximité. Et avec le temps, ce silence commence à communiquer son propre message. Vous pensez peut-être que votre silence protège la relation. Mais pour l'autre personne, le silence ressemble souvent à de la distance. Ça ressemble à de l'indifférence. Ça ressemble à du ressentiment.
Ça ressemble à « tu ne comptes pas assez pour que je sois honnête avec toi ». Et c'est ça, le danger. Les sentiments non exprimés ne restent pas neutres, ils sont interprétés. Et souvent, ils sont interprétés de la pire manière possible. C'est comme ça que les relations se brisent. Pas par manque de sentiments, mais par manque de communication claire. Et c'est pour ça que ce regret est en réalité un échec de communication. Pas parce que les gens n'ont jamais rien ressenti, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à exprimer ce qu'ils ressentaient avec courage et clarté. Le 4e grand regret que les gens expriment sur leur lit de mort, c'est celui-ci. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. C'est comme ce vieil homme qui retourne chaque semaine s'asseoir sur le même banc, dans le même parc. Des années plus tôt, il s'asseyait là avec son meilleur ami. Même banc, même heure, de café. Et ils parlaient pendant des heures. De n'importe quoi. Du travail, de leur couple, de leurs enfants, de leurs amis. Des choses qui leur faisaient peur, des choses qu'ils espéraient encore voir arriver un jour. Mais ensuite, tout d'un coup, la vie est devenue chargée. Un appel manqué s'est transformé en 2 appels manqués. Un dîner annulé s'est transformé en 5 annulés. Un « on se voit bientôt » s'est transformé en une nouvelle année qui s'est écoulée. Et aucun des deux n'était en colère contre l'autre. Il n'y avait pas eu de grandes disputes, pas de trahison, pas de dernières conversations violentes. Et c'est ça la partie difficile. C'était simplement 2 personnes qui tenaient l'une à l'autre, mais qui ont toutes les deux fait l'erreur de croire encore et à répétition qu'il y aurait plus de temps. Jusqu'au jour où le vieil homme finit enfin par prendre son téléphone, mais qu'il est trop tard. Son ami n'est plus là. Et maintenant, il s'assoit seul sur ce même banc, en faisant le deuil des conversations qu'ils n'ont jamais eues, des appels qu'ils n'ont jamais passés, de ces après-midi ordinaires qu'ils pensaient pouvoir encore repousser indéfiniment, mais quand même avoir. Et c'est comme ça que beaucoup d'amitiés se terminent. Pas parce que l'amour disparaît, mais parce que personne ne tend la main en premier. Et voici le principe. Les relations ne survivent pas uniquement grâce à l'affection. Elles survivent grâce à l'attention. Elles demandent à être nourries. Et ça vaut autant pour la famille que pour les amitiés. Mais sur ce point-là, j'irai encore un cran plus loin. Oui, vous devez nourrir vos vraies relations. Mais vous devez aussi faire preuve de discernement sur les relations qui méritent réellement votre temps, réellement votre énergie et votre loyauté émotionnelle. Parce que toutes les personnes que vous appelez des amis ne sont pas forcément de vrais amis. C'est simplement la réalité de la vie. Certaines personnes vous vident. Certaines personnes sont en compétition avec vous. Certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Certaines personnes punissent même votre honnêteté. Et certaines personnes vous font vous sentir plus petit ou vous rabaissent à chaque fois que vous êtes en leur présence. Et ça se relie directement au regret précédent. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Parce que parfois, le sentiment honnête, ce n'est pas « je dois faire plus d'efforts ». Parfois, le sentiment honnête, c'est « cette relation n'est pas saine ». Cette personne ne me traite pas avec respect. Je continue d'appeler ça une amitié, mais ça ne ressemble pas réellement à de l'amitié, si je regarde les choses objectivement. Et si vous réalisez que vous avez affaire à une personne toxique, manipulatrice ou fortement narcissique, vous devez être honnête avec vous-même sur ce qui est réellement cette relation. J'ai récemment fait une vidéo complète sur comment gérer les personnes narcissiques et vous pouvez la regarder en suivant le lien qui s'affiche sur l'écran. Mais le point essentiel, c'est celui-ci. Vous ne pouvez pas nourrir correctement vos relations saines si votre temps et votre énergie sont constamment aspirés par des relations malsaines. Notre attention est limitée, l'énergie émotionnelle est limitée, votre vie est limitée. Donc une partie de la maturité à avoir ici, c'est pas seulement de rester en contact avec tout le monde, c'est de savoir avec qui ça vaut réellement la peine de rester en contact. Parce que le but, c'est pas de maintenir chaque lien et de devenir la personne la plus sociale au monde avec le plus d'amis au monde. Le but est de protéger et de nourrir les relations qui valent vraiment la peine et qui sont réellement saines. Et ça nous amène au 5e regret, identifié par Bronnie Ware chez les personnes en fin de vie. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux ou heureuse. Et on retrouve magnifiquement cette idée dans une image tirée du Selfish Giant d'Oscar Wilde, le géant égoïste. C'est l'histoire d'un géant qui possède un magnifique jardin. Et pendant son absence, des enfants viennent y jouer. Ils courent dans l'herbe, ils grimpent dans les arbres, ils rient. Ils apportent de la vie dans cet endroit. Mais quand le géant revient et les voit, il se met dans une colère folle. Il dit « Ce jardin est à moi !» Alors, il construit un grand mur tout autour. Plus d'enfants, plus de bruit, plus d'interruptions. Plus personne n'a le droit d'entrer dans ce magnifique jardin. Et au début, on dirait qu'il a protégé ce qui lui appartient. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Le printemps cesse de venir dans ce jardin. Partout ailleurs,
le monde commence à fleurir. Mais à l'intérieur du jardin du géant, tout reste froid. Les arbres ne fleurissent pas, les oiseaux ne chantent pas, l'herbe ne pousse pas. L'hiver devient permanent. Et c'est cette partie-là qui compte. Le géant pensait que le mur protégerait son jardin. Mais le mur n'a pas seulement empêché les gens d'entrer, il a aussi empêché la joie d'entrer. Il a empêché la chaleur d'entrer. Il a empêché la vie d'entrer. Et ce n'est que lorsqu'il laisse enfin les enfants revenir que le printemps revient aussi. Et c'est ce qui arrive à tellement de gens. Ils construisent des murs autour d'eux pour rester en sécurité. Ils deviennent des personnes qui sont constamment sur la défensive. Des gens extrêmement sérieux, des gens contrôlés, des gens qui sont difficiles à atteindre. Ils se disent qu'ils sont des personnes responsables. Ils se disent qu'ils sont des personnes matures. Ils se disent qu'ils se détendront plus tard, qu'ils profiteront plus tard, qu'ils s'ouvriront plus tard. Mais lentement, leur vie intérieure devient un hiver. Parce que le bonheur demande généralement de l'ouverture. Il demande de laisser la vie vous toucher, de laisser les gens entrer, de vous laisser rire, de vous laisser recevoir l'amour, de vous laisser émouvoir par la beauté, l'amitié, le jeu et les moments ordinaires de joie. Une vie protégée peut sembler sûre, mais si rien ne peut vous atteindre, rien ne peut non plus vous réchauffer. Et voici donc le principe. Le bonheur n'est pas seulement quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on s'autorise à vivre. Et c'est là que beaucoup de gens comprennent mal le 5e regret. Ils pensent que le bonheur arrivera quand la vie sera enfin parfaite, quand le travail sera terminé, quand l'argent sera là, quand la famille sera stable, quand la pression aura disparu, quand ils auront mérité le droit de profiter. Mais la vie vous offre rarement un moment parfaitement net où tout est terminé et où la joie peut enfin commencer. Donc le vrai danger, c'est pas que le bonheur soit inaccessible. Le vrai danger, c'est que vous continuiez à repousser votre propre permission de le vivre. Alors la leçon est simple. N'attendez pas d'avoir une vie parfaite avant de vous autoriser à vous sentir vivant et vivante. Donnez-vous la permission de la vivre aujourd'hui et chaque jour qui s'ensuit. Si cette vidéo vous a parlé, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt et prête à faire passer votre communication au niveau supérieur et à arrêter de commettre ces erreurs dès aujourd'hui, rejoignez-nous au sein de l'Académie ou du Cercle des Moria, dont je vous ai mis les 2 liens en description ci-dessous. Et je me réjouis d'avance de vous y retrouver personnellement. Et si vous voulez continuer votre apprentissage ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche à votre écran. Merci infiniment d'avoir regardé. J'apprécie énormément votre attention. On se voit dans la prochaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.